Escobar, le nom du célèbre empereur de la cocaïne, est gravé à jamais dans l'histoire de la Colombie. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'un autre Escobar, lui aussi enfant de Medellín. Il ne s'appelait pas Pablo et n'était pas narcotrafiquant. Lors de la Coupe du Monde 94 aux USA, il jouait défenseur pour Los Cafeteros, surnom des joueurs de l'équipe nationale colombienne. Son destin a viré au drame durant le deuxième match de poule de son équipe, et sa mort violente a choqué bien au-delà des frontières de son pays. Voici l'histoire tragique d'Andrés Escobar. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. 1994. Pour la première fois de son histoire, les États-Unis organisent la Coupe du Monde de football. Les absences de grandes nations comme la France et l'Angleterre sont remarquées, mais peu importe, la fête s'annonce immense. Les Yankees, réputés pour ne rien connaître au soccer, affluent en masse dans les stades pour découvrir les légendes du moment. Romario, Bebeto, Roberto Baggio, Stoichkov ou encore les vieillissants Maradona et Roger Mila. Mais parmi ce florilège de stars et de grandes équipes, une formation retient particulièrement l'attention, la sélection colombienne et sa génération dorée. Il faut dire qu'avant les années 90, la Colombie ne pesait pas lourd dans le football. Seul fait d'armes à son actif, une finale de Copa América perdue face au Pérou en 1975 et une élimination en huitième de finale de la Coupe du Monde 1990 face au Cameroun de Roger Mila. Mais en 1993, la tricolore fait son entrée fracassante dans la cour des grands. Le sélectionneur d'alors, Francisco Pacho Maturana, impose à son équipe un style de jeu proche du tiki-taka, basé sur les passes rapides et courtes. Ce style de jeu, c'est le toqué. La première victime de cette petite révolution sera ni plus ni moins que la prestigieuse Albiceleste de Maradona. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 94, les Argentins reçoivent alors à Buenos Aires le petit poucet colombien. Mais fraîchement armé de sa nouvelle identité de jeu, ce petit poucet se montre redoutable. 1, 2, 3, 4, 5 buts, c'est une manita. Les Colombiens infligent à l'Argentine la plus sévère défaite de son histoire sur ses terres. 5-0, un véritable séisme. Tous les regards se tournent alors vers cette petite nation du foot devenue grande en à peine quelques années. Le roi Pelé en personne et bien d'autres avec lui l'annoncent, les Colombiens seront champions du monde. Et surtout, l'équipe peut compter sur son leader incontestable, le clinquant Carlos Valderrama, mythique joueur de la sélection. Quant au génie incompris René Higuita, entré dans la légende des gardiens pour son coup du scorpion en 1995, il ne participe pas aux festivités. Ces quelques problèmes judiciaires lui ont valu une suspension. Malgré ça, c'est tout un pays qui fait front derrière ses joueurs. Car Los Cafeteros nourrissent les espérances d'un peuple colombien meurtri par la violence. Les cartels de Medellín et de Cali, les groupes paramilitaires et la guérilla communiste se disputent le pouvoir depuis les années 80 dans une Colombie rongée par la corruption. Et si le football pouvait redorer l'image du pays? Mieux, s'il pouvait unir le peuple et enrayer la violence? Les espoirs sont immenses. Mais voilà, le 18 juin, la Colombie entame sa Coupe du Monde de la pire des manières. Contre la Roumanie de Jorge Agui, la claque est sévère, 3 buts à 1. Et dans le vestiaire, Pacho Maturana et son adjoint Dario Gomez Jaramillo reçoivent des menaces de mort en provenance du pays. Pire, le fils de Luis Fernando Herrera, l'arrière droit de la tricolore, est kidnappé puis rapidement relâché. De fait, la confiance s'étiole et la peur s'installe dans le groupe. Une semaine plus tard, ce sont des Colombiens ultra favoris qui jouent leur survie au Rose Bowl de Pasadena contre l'hôte américain. Un hôte qui n'a rien d'un cador. Mais à la 35e minute, un homme fait basculer la rencontre. Sur un centre de l'américain Eric Winalda, Andrés Escobar, 27 ans, l'un des piliers de la sélection, tente de contrer le ballon mais ouvre le score contre son camp. Le seul CSC de sa carrière. À ce moment-là, le défenseur fautif de l'Atlético Nacional de Medellín ne le sait pas encore, mais il vient de signer son arrêt de mort. Game over, les Colombiens s'inclinent finalement en 2 buts à 1 et se font éliminer de la compétition. La victoire contre la Suisse n'y changera rien, l'espoir fait alors place à une violente désillusion. Malgré les menaces de mort sérieuses qui planent sur les joueurs, Escobar se veut rassurant. Dans le football, la mort n'existe pas, dit-il. Sauf que dans la Colombie des années 90, la mort, elle est partout. Même si le roi de la coke, Pablo Escobar, est mort 1 an plus tôt, ses successeurs se disputent furieusement le trône vacant. De Bogota à Medellín en passant par Cali, les balles des sicarios, les tueurs des cartels, pleuvent sur la Colombie. Le 2 juillet, 10 jours après son élimination, Andrés Escobar se rend dans un bar de Medellín, la ville qu'il a vu grandir. Forcément, l'accueil des clients est
glaciale et une dispute éclate avec deux narcos, les frères Gaillon. Quelques instants plus tard, alors que le jeune homme rentre chez lui, il est rattrapé sur le parking du bar par un sicario. « Goal, goal, goal !» C'est ce qu'aurait crié le tireur pour chacune des 12 balles tirées dans le corps d'Escobar. Le défenseur, qui devait signer au Milan AC, se vide de son sang et meurt quelques minutes plus tard. Ce meurtre, d'une violence inouïe, choque le monde entier et plus particulièrement les Colombiens. Ces derniers seront 120 000 dans les rues de Medellín pour accompagner le cortège funèbre d'Escobar. Le tueur, libéré en 2005, un certain Humberto Muñoz, ne fera que 11 ans en prison au lieu des 43 prévus initialement. Mais qui a orchestré ce meurtre ? Plusieurs théories ont été émises. Les syndicats de paris sportifs qui ont perdu gros avec la défaite de la Colombie, les narcotrafiquants qui avaient placé des sommes énormes dans le football colombien, ou une vulgaire vengeance spontanée dans le but de laver l'honneur du pays entre guillemets. De nos jours, la réponse reste un mystère. Quoi qu'il en soit, le meurtre du chevalier des terrains, comme on le surnommait, reste l'une des plus grandes tragédies du football moderne. Le football peut parfois se montrer cruel et violent, mais personne ne devrait mourir pour lui. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as aimé en apprendre toujours plus sur ton sport favori, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de vidéos sur le football et ses histoires les plus dingues. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!